Et salut à tous. Salut Maud. Salut Juliette. Alors parlons peu mais parlons de vous. Et non de nous. Non, de eux. Ah bah oui, de eux. Oui. Alors racontez-nous tout. Parlons peu, parlons de vous, ça veut dire que vous nous avez posé vos questions perso et que, on vous répond tout simplement. Est-ce que je mets des lunettes pour y répondre? Ça fera plus... Ah non, elles sont très très sales. Ah oui, non, dégueulasse. Et on est parti avec la première question qui a pour thème la rupture. Donc, une jeune femme, enfin tout ça de manière anonyme, nous dit « Je ne vais pas m'étaler, mais mon copain m'a quitté il y a 1 an et je ne m'en sors toujours pas. On se complétait parfaitement, avions les mêmes goûts, mais intimement, ça ne fonctionnait pas. » J'imagine qu'elle veut dire sexuellement. Ah oui. Et même si moi, ça pouvait me convenir comme ça, je pense qu'avoir un blocage dans l'intimité, une nudité entre parenthèses, lui, non. J'avais une confiance absolue en lui et il m'a trompée avant de me quitter. Et j'ai l'impression d'être dans une spirale négative depuis et je me demande comment est-ce que je peux m'en sortir. Par exemple, pensez-vous que je puisse faire à nouveau refaire confiance à un homme? Oui. Enfin... Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment, tous les hommes ne sont pas comme ça. Non, déjà, et puis prends le temps, je pense, juste de reconstruire. Oui, de retrouver cette confiance... Ça n'a pas forcément de rapport avec toi, s'il te trompe. En fait, pas du tout, d'ailleurs. Ça peut... Il y a une petite couille quelque part. C'est un problème avec lui. Oui, voilà, je pense aussi. Mais non, prendre du temps pour soi, regagner de la confiance et puis... Le temps fera les choses. Oui, hein. c'est ça. Avec le temps, tout s'en va. Jacques Brel. Non, pas du tout. Alors, il y avait une deuxième... Francis Cabrel, non. Non plus. Non plus. Bon. Tu vas retrouver, oui, ça me... La jeune femme nous demande aussi, est-ce que ça peut ne pas du tout fonctionner avec quelqu'un, mais être l'extase avec un autre? Ah bah oui. Complètement. Complètement. Oui, tu peux être le mauvais coup, entre guillemets, de quelqu'un, et le bon coup de quelqu'un d'autre. C'est pareil, c'est des questions de... Synergie. Oui, de symbiose. Comme les homards. Voilà. Les lobsters. Voilà. Faut trouver ton homard, comme dit la série Friends. Et alors elle finit en nous disant, et surtout je ne sais pas pourquoi, mais tout ce qui touche au sexe me gêne. J'ai l'impression qu'on redevient des bêtes pendant ce laps de temps et je n'arrive pas du tout à l'envisager sereinement. Ah, faut lâcher prise, c'est sûr. Ouais, en même temps, après chacun sa vision de la sexualité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont ce petit côté animal pendant le laps de temps. C'est pas forcément bestial en fait. Oui, c'est ça. Ça peut être très doux, très connecté. C'est vraiment chacun sa vision de la sexualité. Tu peux même ne pas avoir de rapport sexuel du tout et que tu le vives particulièrement bien. Il suffit juste de trouver la personne avec qui cette connexion marche en fait. Mais en tout cas, il n'y a rien d'anormal. À part si ce blocage-là te gêne. Ou alors si tu n'as jamais eu de blocage et que tout d'un coup t'en avais un. Là, il y a peut-être une question à se poser, par exemple. Oui, peut-être que tu es dans une passe difficile d'une manière générale, plus globale que la sexualité. C'est souvent lié aussi à l'émotionnel, à ce que tu traverses. Et là, c'est encore une question de temps et de pas se presser, de pas se forcer en tout cas à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Oui, non. En fait, je pense que c'est vraiment une question de est-ce que je vis bien ma sexualité, donc visiblement pas bestiale ou pas. Sachant qu'il n'y a pas de normes. Oui, voilà, c'est ça. On espère avoir répondu à ta question. On espère. Question post-accouchement. Ah, qu'est-ce que la rééducation du périnée? Alors, ça je l'ai fait récemment. Le périnée, c'est ce qu'on appelle, Juliette, donc le plancher pelvien, qui est un losange qui vient se placer là, entre les jambes, en gros, et qui a pour mission de retenir les organes. Et pendant, évidemment, la grossesse, avec le poids du bébé, le liquide, etc., tout tombe, en fait, et donc le périnée, il fait « je ne retiens plus rien ». Donc après ton accouchement... Ouais, il est oui, super, et puis il a cette voix-là, en plus. Ah bah d'accord. Donc après l'accouchement, en fait, il faut remonter tout ça pour qu'il retrouve son rôle, c'est-à-dire pour retenir les organes. Et t'as aussi d'autres muscles, évidemment, donc le transverse, qui est comme ceci. Bon, je ne sais pas, prenez... En gros, faut le tonifier. Faut faire des exercices de tonification. Donc voilà. Ça peut se faire soit de manière... Moi, j'avais fait ça avec un joystick. Ah d'accord, oui, maintenant ça se fait de manière très manuelle. On est revenu à quelque chose de très... Comme si j'avais accouché dans les années 90. Oui, c'est ça. C'était il y a 5 ans. Non, mais il y a vraiment deux mouvements. Voilà. Alors moi, j'avais fait ça avec comme une console de jeu, avec un vidéo... Un petit truc où tu dois... Ouais. Voilà, exactement. C'était sympathique. J'avais l'impression de jouer à la Switch. Voilà. C'est ça. Et moi, je l'ai fait de manière
manuel, c'est-à-dire vraiment avec les doigts. Et puis c'est une kiné, mais ça peut être aussi fait avec une sage-femme, qui te rééduque, comme tu pourrais rééduquer un muscle après une entorse. Voilà. Il faut qu'il retrouve son rôle. Ça, c'était qu'est-ce que la rééducation périnéale. Et il faut pas lésiner. Il faut pas se dire oh c'est bon, ah non, ça hyper va se remettre important, tout seul, parce qu'après on peut avoir des fuites urinaires. Oui, et puis des descentes d'organes. Voilà, tu peux rire trop fort et hop, voilà. Hop, plouf, j'ai perdu les os. Ah non, j'ai perdu les bouts. Et suite à ça, donc post-accouchement, on a aussi la question comment retrouve-t-on confiance en son corps ? Alors ça, c'est vraiment chacun son expérience. C'est pareil avec le temps, j'ai envie de dire à chaque fois avec le temps, il faut pas aussi se stresser, genre je veux mon corps d'avant mon accouchement, genre 2 mois après, personne n'arrive, enfin personne, en tout cas c'est très compliqué. On vient de donner la vie, c'est formidable, profitons du bébé, de l'amour que c'est d'être une maman et ne voulons pas forcément ressembler à des mannequins. Non mais même et laissons au corps le temps de se remettre un petit peu en place. On dit qu'il faut 9 mois pour faire un bébé et 9 mois pour remettre son corps en place. Ça doit être à peu près de ce genre de choses. Personnellement, moi, ça m'a mis 5 ans. On dit pas 9 ans ? Ah pardon, c'est ça. D'accord. C'est pour ça que je me stressais pas. Mais voilà, en fait, rien ne vaut la vie que tu viens de donner, donc. Oui, mais ça peut être aussi par. C'est beau. Par la reprise du sport ou par. La reprise de ton travail ou par... Enfin, il y a plein d'autres choses qui fait que tu reprends confiance en toi, en fait. Mais ça peut être aussi... moi, en ce moment, j'ai la folie des fringues, par exemple. De changer plein de fringues et, tu vois, de se réapproprier son corps. Il y a plein de manières, mais le temps, déjà, et pas de pression. Je pense que c'est pas mal. Pas de pression. Il y a une 3e question par rapport à post-accouchement. Comment ça se passe, la reprise des relations sexuelles après l'accouchement ? Bah pareil, il faut du temps. Hein. Enfin, moi, en alors tout cas, moi, perso... Pas du tout. Ah, moi, il m'a fallu du temps. Mais c'est pareil, c'est très perso. Déjà parce que moi, j'étais focalisée sur l'enfant, donc il y avait un peu que ça qui comptait au début. Et puis, t'es crevé, donc ça joue aussi, la fatigue, t'as pas forcément envie... Puis ton corps, de toute façon, il est blablabla, tu vois. Et moi, j'avais peur que ça fasse mal. Ah oui. Comme j'ai une petite épisiotomie, j'avais peur que ça, j'avais peur que ça frotte et que ça. Donc j'ai eu de l'appréhension avant comme une chute de cheval, tu vois. Bien sûr, il faut y aller tout de suite. Moi j'ai attendu un peu de temps. Faut y aller mollo et puis t'es pas au mieux de ta forme, t'es fatigué, tu te sens pas forcément hyper jolie, hyper désirable, etc., etc. Là, il va aussi du partenaire, de le ou la partenaire. De remettre en confiance aussi. Et puis d'être patient. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de... À moins d'avoir des complications, il n'y a pas vraiment de comment dire... Contre-indication médicale, c'est ça, à la reprise d'expérience sexuelle. D'expérience sexuelle, c'est ce que vous voulez. De joie de jouir. Oui, voilà. Les ex, est-ce que vous pensez qu'on garde toujours, selon vous, une part d'amour pour nos ex, ou bien on est censé ressentir de l'indifférence pour elle ou eux une fois la relation finie ? Ça dépend. Ça dépasse. C'est clair, ça dépend des expériences. Une part d'amour, et entre les deux, moi, c'est de l'amitié, clairement. Oui, c'est ça, ou de l'affection. Ouais, du respect, de l'amitié, vraiment, parce que j'ai un ex, en gros, c'est un de mes meilleurs amis, clairement. Mais il n'y a pas d'amour, il n'y a plus d'amour du tout. C'était même sûrement un ami, en fait. En fait, c'est départ. ça. Je pense qu'en fait, on était amis alors qu'on était encore ensemble, qu'on s'est séparés pour ça, et que du coup, ça reste, l'amitié, forcément, reste. C'est ça. Et de l'indifférence pour tous les autres. Enfin, en gros, j'ai un ex-ami et le reste, c'est un peu de l'indifférence. Enfin, je serais contente de les croiser. Ah, comment tu vas ? Mais en vrai, ils font plus partie de ma vie. Oui, quoi. c'est ça. Et moi, pas. C'est-à-dire que pour mon premier amoureux, par exemple, j'ai toujours de l'affection pour lui parce qu'il m'a jamais fait de mal. C'est un gentil garçon. Aujourd'hui, il est papa, il est marié, etc. Et on est très contents l'un pour l'autre pour ce qui se passe. Par contre, mon ex-pervers narcissique, j'en ai vraiment rien à cirer. Le connard. Voilà. Lui, par exemple, je m'en fous complètement de ce qui peut se passer dans sa vie. Enfin, j'espère qu'il va bien quand même, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Question suivante. Maud va-t-elle décéder cette année ? Question suivante. Comment peut-on s'ouvrir aux autres alors que soi-même, on se connaît pas vraiment et que du coup, on a peur des autres ? Alors allez-y, docteur. Très anonyme. Personnellement, ce qui est marrant, c'est que moi, je me suis ouvert aux autres avant de m'ouvrir à moi-même. C'est marrant. J'avais moins peur des autres que de moi-même. J'ai fait un travail sur moi, alors que depuis toute petite, je suis très extravertie, j'ai plein d'amis, j'allais vers tout le monde, sans aucune méfiance, un amour inconditionnel de l'être humain. Et j'ai appris après coup à me connaître et à me méfier.
Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de règles par rapport à ça, donc je pense qu'il y a des gens qui peuvent s'ouvrir aux autres facilement mais qui ont du mal à faire une introspection. Ça dépend si en fait t'es extraverti ou introverti, je pense que c'est ça la différence entre les gens extravertis et les gens introvertis. Moi j'avais du mal à faire une introspection, et toi peut-être Maud, tu as peut-être plus travaillé sur toi avant de faire confiance aux autres, ou vu que t'étais timide? Je le suis toujours. Aussi dingue que ça puisse paraître. Non, moi je pense aussi que se connaître, ça peut peut-être prendre du temps déjà. Donc je sais pas l'âge de la personne qui a posé la question, mais on n'est pas forcément obligé de se connaître par cœur à 18 ou 25 ou 30 ans ou 35. Ça peut prendre aussi du temps. Et puis en plus, on évolue, on apprend à se connaître aussi avec d'autres expériences de la vie, au contact d'autres gens, etc. Je sais pas, peut-être qu'on s'accepte pas complètement et que du coup, tu sais, il y a toujours un jeu de miroir entre le regard de l'autre et peut-être que cette personne-là apprécie pas ce que lui renvoie l'autre. C'est possible aussi. Que ça peut être un peu flou et que du coup c'est ça qui fait peur. Enfin, en fait... C'est presque une question de philo, en fait. J'allais dire, mais on va partir dans des trucs philosophiques, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on se cherche à travers l'autre, ou est-ce qu'on se cherche d'abord et ensuite on va... Moi, je me suis beaucoup cherchée à travers l'autre. Je sais que quand on me disait que j'étais belle, quand je voyais de l'amour en face de moi, je me sentais belle. C'était comme l'effet miroir, mais d'abord vers l'autre, avant. Je me suis jamais dit, je me sens trop bien moi, et du coup, tout le monde va m'aimer. C'était toujours l'inverse, genre, ah bon, vous dites que je suis belle, oh bah ça doit être vrai alors. Oui. Mais ça encore, je crois que c'est vraiment la différence entre les personnes extraverties et introverties. Soit la réponse est à l'extérieur ou à l'intérieur de toi. Ouais, c'est vrai que j'ai tendance à penser que si tu travailles ta confiance en toi et si tu t'apprécies en premier, les autres vont t'apprécier. Est-ce que l'inverse existe? Je sais pas. En tout cas, c'est passionnant. Voilà. C'est très très long. On ne peut pas répondre en 10 minutes à cette question. Question suivante. Ma compagne refuse catégoriquement d'avoir un enfant tant que ni elle ni moi n'avons de CDI. Donc c'est une question sur la nécessité ou non d'avoir une situation professionnelle stable pour avoir un enfant. Moi, j'aimerais tellement que nous en ayons un. Alors. Bah nous, on n'est pas des... Enfin, on est des exemples. On a eu des enfants toutes les deux, pas ensemble, chacune séparément, avec des situations pas stables. Voilà. Étant comédienne, auteur, etc. Étant artiste, on a eu des hauts, des bas, on va peut-être encore reconnaître, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas forcément des situations stables. C'est pas forcément très haut ou très bas ou je sais pas quoi, mais ça peut être un peu alambiqué, quoi. Oui, bien sûr. Et si on attend d'avoir une situation stable pour faire un enfant... Ça veut dire qu'il y a énormément de monde qui devrait attendre d'avoir une situation stable, parce que en dehors de nous, il y a des gens qui ont des restaurants, il y a des gens qui ont des situations professionnelles libérales, il y a des gens qui ne sont pas... tout le monde n'est pas fonctionnaire ou un CDI ou je sais quoi. Du coup, ça remettrait en cause le droit à l'enfant. Mais ça, c'est à titre personnel. Ce qui est drôle, c'est que moi, ma carrière a vraiment évolué au moment où j'ai eu mon enfant. Oui, mais je suis complètement d'accord. Ça peut aussi plus de propositions, plus de rôles, plus de... Alors, est-ce que c'est parce que, comme j'étais épanouie, les gens avaient envie de travailler plus avec moi? C'est possible aussi. Il y a une question de nécessité, t'attires, tu vois. Et comme t'es aussi dans la nécessité de dire maintenant, on peut plus perdre de temps avec des projets qui marchent pas, donc faut aller vers les projets qui marchent. Finalement, tu te mets dans une belle énergie de travail et tu arrives à faire les deux très bien. Après, il y a peut-être une question de pression familiale, de gens qui ont peut-être connu des difficultés parce que eux-mêmes n'avaient pas une profession stable et que du coup ils conseillent à leurs enfants de faire des enfants le jour où ils ont une situation. Bien sûr. Et pareil, à titre personnel, mes parents ont eu une vie comme ça, et ils ont fait 3 enfants en ayant des vies pas possibles. On sort pas trop mal, donc... Je pense qu'il vaut mieux faire un enfant quand t'as envie de faire un enfant, et après la situation s'adaptera à toi. À moins d'être vraiment dans la merde, je sais pas. Comment communiquer dans un couple où l'un est asexuel et l'autre a une sexualité plutôt forte? Donc il y a une grosse différence. Là, on est sur une personne asexuelle, donc une personne qui ne ressent pas de désir, et une qui a envie, qui a une sexualité en tout cas importante. Donc, il doit y avoir un gros gap entre les moments où la personne qui a une grosse sexualité a envie de faire l'amour et l'autre... Donc, j'imagine que la personne qui écrit, en l'occurrence, d'après ce que je vois, c'est celle qui a envie, et elle se sent un peu harceler l'autre. Un peu tout le temps, on demande, ce qui est normal. Elle se sent délaissée aussi. Et elle se sent délaissée. Ce qui est normal aussi, c'est un sentiment humain. Après, il n'y a rien de personnel, c'est pas contre toi, puisque l'autre est visiblement asexuel, donc ne ressent pas de désir. Mais ça n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec elle-même.
Donc il va falloir vous poser la question, est-ce que votre amour est plus fort que ça ? Est-ce que pour toi la sexualité est si importante dans un couple ? Si la réponse est oui, tu vas peut-être être malheureuse avec cette personne. Si la réponse est pas vraiment, finalement on connecte, on passe des super moments, on rit beaucoup, on communique énormément, elle est intelligente, je l'admire, je suis amoureuse, peut-être que tu pourras laisser ta sexualité au second plan. Voilà. Donc c'est à toi de te dire, est-ce que c'est si important que ça pour moi ou pas ? Si ça l'est, du coup, tu vas peut-être être malheureuse avec cette personne. Si ça l'est pas, tu vas peut-être te dire, en fait, il n'y a rien de personnel. J'ai des petits sextoys, Non, mais j'ai de quoi m'amuser toute seule, tu vois, j'ai de quoi aussi me satisfaire. En tout cas, je vais pas briser mon histoire d'amour parce qu'on n'a pas la même sexualité. C'est à toi de juger l'importance à vous, mais là, en l'occurrence, c'est toi qui poses la question par rapport à elle. Mais c'est vrai qu'elle peut aussi se satisfaire seule et garder les mais en les plus, bons moments. asexuel, on l'a dit, ça veut pas dire ne jamais coucher. Non, ça veut dire ne pas avoir désir. Mais du coup, il y a un décalage, c'est vrai. Oui, dans ça c'est sûr. côté... Le côté quoi. Alors, on a une question à propos de la virginité. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on considère que la virginité, il serait temps de la perdre en couple, je pense. Les jugements par rapport à la norme, est-ce qu'il y a des différences hommes-femmes, etc. par rapport à ce sujet ? Alors moi je pense qu'il n'y a pas de pression à se mettre parce que on est dans un milieu où on fait des statistiques pour tout. J'imagine que c'est important, mais on s'en fout, on n'est pas des statistiques, nous on est des êtres humains avec des ressentis et des trucs qu'on ressent moins et des moments et pas des moments, etc. Et si c'est pas le moment, et si le moment ne vient pas tout de suite, et si c'est pas la bonne personne, et si etc., c'est pas grave. Et si en face la personne pense que t'as 18 ans ou t'as 21 ans ou t'as 30 ans et t'es encore vierge et c'est bizarre, c'est pas notre problème, c'est son problème si elle le pense. Enfin, moi personnellement, j'en ai rien à foutre de rencontrer quelqu'un qui a 35 ans et qui est encore vierge. Je vais pas me dire moi j'en connais, bizarre. J'ai des potes à 40 ans qui sont encore vierges. Oui, j'ai juste soit ils ont pas envie, soit ils ont pas rencontré la bonne personne, soit il y a mille trucs. Le petit souci, c'est si effectivement ça peut être un vrai blocage, c'est-à-dire je veux le faire et à chaque fois que j'essaye de le faire, je n'y arrive pas, ça me traumatise, etc., etc. Là, oui, il y a peut-être quelque chose à rechercher parce qu'il y a souffrance. Bah oui, sinon, peut-être consulter pour si la personne le vit mal en fait. C'est en gros, si tu le vis bien, il y a aucun problème. Si tu le vis mal, ce qui est bien, c'est de faire un travail sur soi pour essayer d'évacuer le stress, la peur, les angoisses, parce que le sexe, c'est avant tout fun. Non, mais ça doit être une source de plaisir et pas une source d'angoisse. Voilà. Oui, et pas une source de norme, il faut que je rentre dans la norme, dans la case, voilà. il faut que je m'aligne aux statistiques ou je ne sais quoi. Évidemment, il y a une espèce de pression aussi à l'école, notamment, des copains, etc. Oui, attention, beaucoup mentent. Oui. Ça, je vous donne un truc. Parce que après, j'ai découvert que les gens n'avaient pas du tout fait ce qu'ils avaient dit à l'époque. Non, par exemple, les gens qui te disent « Nous, on a couché toute la nuit, ça nous a duré 8 heures, je sais pas quoi. » Voilà, c'est faux, hein. C'est directement faux, ça n'existe pas. Les mecs qui multiplient le nombre de leurs conquêtes, on a fait un épisode là-dessus, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Les mecs qui bandent pendant des heures, les mecs qui ont dit... voilà, tout. Donc, ne pas écouter tout ça et se sentir bien avec... soi. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Mais oui. Tout le reste, c'est pas, ça nous concerne pas. Ce que pensent les autres, c'est pas notre problème. Exactement. Dernier thème, parce que c'est pas une question en fait. La personne écrit les violences douces qui peuvent être faites à l'encontre d'une femme comme un homme, qui peuvent faire mal à la confiance, ou même qui peuvent pousser la personne à avoir des rapports sexuels. Alors déjà, oui, violence douce, je sais pas ce que ça veut dire. C'est une violence. Voilà, il n'y a pas de violence douce en fait, violence. Après, le principe, c'est est-elle acceptée ou pas ? La seule chose... Parce que tu peux avoir quelque chose d'un peu comme on va dire, d'un peu animal. T'as des sexualités qui sont plus animales, plus violentes, mais c'est quand même ultra négatif, violent. Violence est négatif, c'est-à-dire est-ce que vous êtes consentant ? Oui, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde ? Parce qu'il y a des gens qui aiment le sexe violent, les deux kiffent ça. Voilà, on en parlait tout à l'heure. Faire du BDSM, par exemple, il y a des couples de BDSM, c'est l'extase, enfin, ils sont à fond. Donc il faut juste que vous soyez sur la même longueur d'onde. Mais si t'emploies le mot violence, et que ce soit librement consenti, exactement. Mais la violence douce, le côté je l'ai un peu étranglé, je lui ai un peu fait mal... j'ai un peu fait ça, je l'ai un peu forcé à je sais pas quoi, ça n'existe pas. Ça s'appelle un viol, ça s'appelle de l'abus. En gros, on ne se force jamais pour faire plaisir. Donc,
si tu fais plaisir, c'est parce que tu as envie, toi, tu prends du plaisir à faire plaisir. Voilà. Sinon, c'est de l'abus. Voilà. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Non, mais c'était on termine sur une petite note. C'était fun. Il faut terminer sur un jeu de mots. Je pensais que vous alliez poser... faire un prout. Je ne sais pas. Non, vraiment, c'était intéressant. Il en faudrait... en fait, il faudrait presque vous inviter dans notre salon et faire une discussion. Mais merci. Après, c'est des réponses à titre perso aussi, parce qu'on n'est pas médecin, on n'est pas spécialiste, on n'est pas... etc. C'est juste avec... notre ouverture d'esprit, notre bienveillance, notre vécu Exactement. de grande sœur. Exactement. Et c'est important, en tout cas, c'est des thèmes qui mériteraient d'être approfondis, qu'on a parfois traités aussi dans nos épisodes. Donc, je vous invite à aller voir. Les violences, par exemple, on en avait fait tout un épisode, avec John Rachid et Audrey, d'ailleurs, je crois que c'était ça, pour montrer qu'en fait, il n'y avait pas de petite violence, il n'y avait pas de violence douce, il y avait, qu'il ne faut pas minimiser, en tout cas. Et que l'important, c'était d'être dans le plaisir et puis dans la communication avec l'autre. Voilà. On espère que ça vous a plu. Et puis, merci beaucoup. À très vite sur notre chaîne. Oui, à tout de suite, même peut-être sur Voilà. Et n'hésitez pas à nous mettre des commentaires sur les nouveaux épisodes. Salut! Tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde. Abonne-toi.